Les gens sont comme, t'as pas de contrat de travail. Puis ça, les gens sont comme, oh, fais pas ça, ça sert à rien. C'est sûr qu'il y a tout le temps des bémols en droit. Je peux pas arriver avec des règles établies. Moi, dans mes contrats, c'est donnant-donnant. Le fait est que c'est hyper important parce que, premièrement, en cas de décès, là, mais c'est ça, risque légal. Puis, tu sais, aussi, on est responsable des faits et gestes de nos employés. Hein. Fait que des fois, on se dit, nous, on est super sécure. Moi, je sais que je fais bien ma job. Ouais. OK, mais là, tu commences à gérer 10 employés. C'est pour ça, quand je parle des risques de poursuite, il y a aussi les risques financiers aussi. Tu sais, on est dans un univers de médias sociaux, de marketing numérique. On prend des vidéos de nos employés, on prend des photos au party de Noël. Je veux pas qu'un employé quitte demain matin puis je suis obligée de tout mettre aux poubelles. Donc, tu sais, de prévoir des consentements que, ben oui, tu vas avoir le droit d'utiliser mon image après, même après mon emploi. Télétravail, de plus en plus, les gens font du télétravail. De prévoir une politique claire de télétravail. Salut tout le monde, bienvenue au Startup Podcast. Aujourd'hui, on a reçu pour vous Sylvie Bougie, qui est auteure, conférencière, mais surtout avocate en droit des affaires. Donc, et entrepreneuse, puisqu'elle a son propre cabinet, Vigie. Donc, bref, aujourd'hui, c'est un épisode éducatif. On parle de l'univers juridique, de l'entrepreneuriat. Super pertinent pour être tout ce qu'elle disait. J'étais comme... Je buvais ses connaissances, puis moi, j'ai envie d'écrire des contrats, là, ça va pas, vraiment, là. Puis on aimerait vraiment ça la recevoir, donc vous nous la recevoir une autre fois. Donc, non seulement vous nous direz si ça vous dit, mais aussi vous nous direz si on devrait parler d'un sujet en particulier, tu sais, le droit dans XY sphère de l'entrepreneuriat. J'avais l'impression d'avoir une bibliothèque humaine en avant de moi, là. Comme... Ah ouais, non, c'était vraiment super pertinent. En plus, elle nous a donné des livres, on est tellement reconnaissante. Puis on va les lire, mais de ce que j'ai feuilleté, pour vrai, ça a l'air vraiment écrit d'une manière facile à comprendre. Donc on aime ça. Alors mais voilà. En fait, c'est une de ces missions d'entreprise. Mais là, il ne faut pas s'éterniser. On va vous laisser écouter l'épisode. Mais on veut vous rappeler, par exemple, que si vous aimez nous écouter, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Des 5 étoiles. Des 5 étoiles sur Spotify. Vous pouvez laisser des avis, des 5 étoiles et tout. Donc, c'est vraiment ce qui fait une différence pour nous. On l'apprécie énormément. Alors voilà, sur ce, on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Sylvie, bienvenue sur Startup Podcast. Je vais recommencer. C'est au Startup Podcast qu'il faut dire, hein? Ouais, parfait. Fait que, Sylvie, bienvenue au Startup Podcast. Donc, tu es avocate en droit des affaires, tu es entrepreneur, tu as ton propre cabinet à Québec, hein, si je me souviens bien. Tu es également auteur. Tu as 2 podcasts, conférencière, tu as tellement de titres. Comment tu navigues dans ta vie? Comment tu conjugues tous tes rôles? C'est une bonne question. Mais en fait, c'est sûr, il y a beaucoup de choses comme mes livres, je les ai écrits en 2017-2019. Fait que ça fait quand même un bout. J'ai l'intention, par contre, d'en réécrire. Mais ça, les livres, ça prend comme un mois dans ma vie. Je m'isole. Ben oui. Ouais, moi, je suis quelqu'un que, quand je me mets dans le projet, là, je m'isole vraiment. Là, c'est ça, je me mets off du bureau. J'écris, je reviens. Fait que ça se conjugue super bien dans ce contexte-là. T'sais, mon 2e livre, je l'ai écrit durant mes vacances d'été. Donc, oh my God! OK, c'est lequel que tu as écrit en premier? En premier, c'est Éviter les pièges en affaires. Donc, c'était vraiment les conseils juridiques, beaucoup pour des entreprises en démarrage, justement. Tu sais, vraiment, tous les conseils que je donne quasiment tous les jours aux entreprises, aux entrepreneurs qui se lancent. Et le 2e, maximiser la valeur de son entreprise. Je voulais aller plus loin puis rentrer un peu plus dans le conseil de gestion aussi. C'est pour ça que je l'ai appelé maximiser la valeur, parce que c'est établir des bonnes bases. Puis, tu sais, il s'adresse autant aux entreprises en démarrage qu'en croissance. Mais je voulais vraiment mettre des bases un peu plus, c'est ça, de gestion, un peu plus parler de mon parcours aussi d'entrepreneur. Puis aussi, tu sais, en tant qu'avocat en droit des affaires, on entend tellement des histoires. Ça fait 17 ans que je suis avocate. Donc, ça fait 17 ans que je vois les entrepreneurs naviguer parfois dans des eaux pas mal agitées. Donc, j'ai vraiment tiré aussi de ce bagage-là, donner plus d'exemples concrets aussi. Donc, mais j'adore. Puis, tous les projets, les podcasts aussi, j'aime vulgariser le droit, j'aime rencontrer des entrepreneurs. Donc, ça va bien. Les podcasts, c'est une journée par semaine que je book comme mon agenda. On a congé l'été. Fait que, mais j'aime ça. Je suis partie à mon compte, je pense, parce que justement, j'étais pas capable de faire du droit, là, de 9 à 5, rédaction, tu rencontres les clients. J'avais besoin de faire du marketing, toucher à d'autres choses, rencontrer d'autres mondes. Donc, tout se conjugue très bien. Puis je pense que c'est ça qui crée un peu mon équilibre, finalement. Ah, c'est vraiment... Non, c'est vraiment cool. Est-ce que tu as toujours su que toi, tu voulais être avocate en droit des affaires ou tu avais d'autres volets qui t'intéressaient? Bien, quand je partais en droit, je pensais défendre la veuve et l'orphelin.
Okay. Ouais. Mon père, wow. Mon père, il était entrepreneur, puis tu sais, il y avait eu quelques conflits dans sa business comme n'importe quel entrepreneur, tu sais, t'as des défis. Puis j'étais comme crime, mon père, c'est la classe moyenne, là, puis tu sais, je me rendais compte que les frais d'avocat, c'était quand même cher, fait que j'étais comme, je veux rendre ça accessible, tu sais, le côté accessibilité, là, je l'avais, là. Puis j'étais comme, je veux rendre ça accessible, moi, pour défendre les entrepreneurs. Fait que je savais entrepreneur, tu sais, comme clientèle, mais je pensais plus peut-être litige, j'allais à la cour, tu sais, c'est beaucoup ça qu'on connaît quand on entend parler du métier d'avocat. C'est seulement mon stage. C'est quand j'ai fait mon stage que j'ai fait un volet droit des affaires. Puis là, on m'amenait dans les négociations. On m'amenait vraiment, tu sais, négocier des contrats, des achats-ventes d'entreprise et tout. Puis j'ai fait, wow, là, tu sais, là, j'ai touché à ce que je voulais vraiment faire. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est plus positif, tu sais. Je suis beaucoup dans les débuts, dans les projets. C'est bien faire les choses pour éviter des conflits, pour éviter des litiges. Donc, moi, je plaide pas du tout, là, la cour, c'est vraiment... Moi, je t'imaginais dans les litiges, justement. Moi, je m'imaginais comme, toi, tu règles des problèmes, là. Tu sais, si on en trouve, on t'appelle. C'est tellement intéressant. J'adore, tu sais, je trouve que le côté juridique, c'est un côté que souvent plusieurs entrepreneurs ignorent un peu en se lançant. Puis, avec raison, tu sais, il y a des frais reliés à ça. Fait que c'est pas notre premier réflexe d'aller s'assurer que tout est conforme. Mais au final, si ton entreprise prend d'expansion, tu vas en avoir besoin un jour ou l'autre. Ça, c'est certain. Fait que c'est tellement fun que tu sois ici aujourd'hui pour qu'on en parle. Puis, tu sais, on va toucher à différents niveaux, je pense, de l'entrepreneur parce qu'on veut parler des gens qui se lancent puis de c'est quoi qu'il faut faire quand tu lances une entreprise. Mais après ça va être le fun de parler aussi de plus grandes entreprises, comment eux, ils gèrent. Tu sais, est-ce qu'ils ont des avocats, en général, ils travaillent pour à temps plein? Est-ce que c'est plus comme externe? Tu sais, puis vous, chez Vigie, c'est quoi vous faites exactement? Fait que, on peut commencer par ça, en fait. Fait comme tu viens de le mentionner vite, toi, c'est peut-être plus s'assurer que les démarrages se passent bien, tu sais, c'est quoi les négociations? Moi, c'est tout le processus. Donc, effectivement, le démarrage, mais la croissance, des réorganisations corporatives, parce que quand on parle de croissance, souvent, c'est là qu'on va venir mettre en place, exemple, une compagnie de gestion, une fiducie familiale, on va intégrer d'autres actionnaires, on va fidéliser des employés qu'on va intégrer comme actionnaires. Fait que, tu sais, il y a vraiment toute la vie de l'entreprise, puis l'achat-vente à la fin, tu sais, si on veut vendre. Pendant le cours de l'entreprise, ça se peut qu'on aille acheter justement d'autres entreprises pour prendre la croissance, puis tout ce qui est contrat, donc négociation de contrat, rédaction de contrat. Fait que ça, il y en a du début à la fin d'une entreprise, puis plus l'entreprise prend de l'expansion, les contrats deviennent plus importants. On offre beaucoup un service aussi de révision de contrat. Fait que, tu sais, quelqu'un peut avoir son contrat rédigé qu'il utilise tout le temps, mais après ça, se fait proposer des partenariats, se fait proposer plein de choses. Donc, on révise aussi les contrats. Fait que c'est vraiment du début à la fin d'une entreprise. C'est vraiment intéressant. Fait que si on parle un petit peu justement des plus petites entreprises qui veulent se lancer, ou quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, est-ce qu'il y a comme un tip super pertinent que toi tu donnes à ce monde-là, quelque chose à ne pas éviter au niveau juridique? Oui. Il y a plusieurs choses, en fait, honnêtement, là, mais si on y va vraiment à la base, le nom. Tu sais, vous avez changé le nom de votre podcast, c'est un excellent exemple. Tu sais, quand on change le nom de l'entreprise, s'assurer qu'il ne portera pas confusion donc, vous, dans votre cas, un podcast concurrent, mais pour n'importe quelle entreprise, parce qu'on va mettre de l'effort, on va vouloir que la notoriété de notre nom. Donc, un avocat peut aider à vérifier la disponibilité du nom pour s'assurer. Puis aussi dans le désir d'expansion aussi, des fois, parce qu'il y a des clients, ça, c'est une erreur. Des fois, il y a des clients qui vont dire, moi, à Québec, je suis correct, je suis le seul. Tu sais, je sais qu'il y a personne qui utilise. Mais là, tu veux prendre l'expansion, mais tu as un concurrent à Montréal, tu as un concurrent ailleurs, ou même dans le monde. Tu sais, j'avais un client qui voulait développer une application de rencontre, puis son marché principal était les États-Unis, mais lui avait juste fait une vérification plus au Canada. Mais son marché est aux États-Unis. Puis comme de fait, j'ai fait une recherche de disponibilité. Le nom n'était pas disponible aux États-Unis. Donc, une chance qu'on l'a vu tout de suite, puis qu'il m'a consulté. Fait que là, il a tout de suite changé. Fait que ça, c'est sûr que le nom, c'est un des premiers. La structure juridique aussi, tu sais, parce que quand on part à son compte, on a le choix, là. On peut partir à son compte tout seul, avec d'autres. On peut créer une compagnie ou pas. Donc, choisir la bonne structure est quand même hyper importante, là, parce que tu veux éviter, tu sais, la compagnie va protéger le patrimoine personnel. Donc, moi, j'ai un de mes clients, c'était ça aussi. C'est un client, puis c'est un de mes meilleurs amis crime en plus. On aime ça. Qui m'écoute pas. C'est bon, ça. Il est en support informatique. Lui, il était travailleur autonome, puis son comptable lui disait t'as pas besoin de t'incorporer parce que ton chiffre d'affaires est pas assez élevé, puis ça vaut pas la peine fiscalement. Sauf que juridiquement, il se mettait à risque avec ses clients, tu sais, quand t'es dans toute l'informatique, la protection de données, une fuite de données, le système informatique bug pendant une semaine, les gens peuvent plus travailler. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là, tu sais? Puis comme de fait, il a été pris dans une poursuite qui était pas responsable, mais tu sais, mise en cause parmi plein de monde. Là, c'était comme 10 personnes là, qui étaient rendues défendeurs, donc qui se faisaient poursuivre.
Mais lui, il était super stressé là, quand c'est arrivé. Il était comme, moi, je sais là, que je suis pas responsable, sauf que là, moi, j'ai un condo, j'ai mon char, j'ai plein de choses. Si je me fais poursuivre, là, c'est son patrimoine personnel qui est visé. Là. Ouais. Donc, tu sais, quand on a une compagnie, veut pas, ça vient quand même nous protéger. On veut pas être poursuivi, c'est évident. Non. Mais si on se fait poursuivre, on le sait que c'est la compagnie qui, dans le pire des cas, va faire faillite, mais on viendra pas toucher notre condo, on viendra pas. Donc, ça, c'est une erreur aussi. Là. Les gens vont des fois négliger ça ou pas s'informer complètement. Tu sais, lui, s'est informé auprès de son comptable, mais clairement, puis tu sais, j'avais beau lui dire que ça valait la peine, il écoutait pas trop. Fait que, tu sais, c'est d'avoir cette bonne structure-là, puis la suivre dans le temps aussi, là, tu sais, ça évolue une structure juridique aussi. Donc, ça, c'est un des pièges. Puis, tu sais, justement, négliger tous les contrats, là. Puis, je vous dis, là, je travaille à longueur de journée dans les contrats. Pourquoi? Parce qu'ils sont importants. Tu sais, s'ils étaient pas importants, je serais pas là-dedans. Mais comment tu fais, mettons, ton cerveau, là, pour toi, c'est comme clair quand tu lis un contrat, ça va vite. Parce que, moi, quand je reçois une brique, là, c'est long à lire, là. C'est un langage que tu développes à un moment donné. Tu dirais que... Oui. Comment ça se passe? Mais c'est vraiment un langage qu'on développe, puis je pense à force d'en lire, tu sais. Parce que moi, quand j'ai commencé stagiaire, là, tu sais, puis c'était le temps d'écrire une nouvelle clause, bien, j'allais voir vraiment fouiller dans plein de contrats pour trouver comment la clause allait être rédigée, parce que c'est pas inné d'avoir effectivement le langage juridique, mais ça se développe vraiment, là, plus on en lit, plus on est là-dedans, plus on comprend aussi, veut pas. Exact. Puis on est capable de rédiger, puis on développe... T'sais, moi, j'essaie de garder mes contrats le plus simple possible, justement, le plus, on est beaucoup dans l'analyse de risque chez Vigie, là, on dit, ben, tu t'as pas nécessairement besoin d'un contrat de 25 pages pour te protéger, peut-être qu'un de 7 pages va faire la job. Parce que ça, c'est une chose. Des fois, on voit des briques, comme tu dis, que des clients ont, mais ils n'utilisent pas le contrat après parce qu'ils comprennent pas, ils sont mal à l'aise. Exact. Fait que c'est pas mieux. Je pense à mon bail, je pense qu'il y a 15 pages pour un bail, là, t'es comme, mais voyons donc, c'est donc bien intense, tu sais, puis... finalement, ben ça fonctionne bien, je pense. Là. Je l'ai fait réviser, fait que ça devrait être correct, mais quand même. Là. Ce qui est le fun de le faire réviser aussi, c'est que la personne peut, si tu as un bon conseil d'affaires, il peut aussi te dire, tu sais, il y a telle clause, fais attention, c'est standard. Tu sais, on pourra pas vraiment l'enlever, mais sache que tu as un frais additionnel à payer, tu vas avoir des frais de plus, puis tu sais, tu le sais, tu connais ton risque lié à ça. C'est ça. Puis il y a d'autres clauses qu'on va dire, hey, ça, c'est vraiment abusé, là, tu sais, négocie-les, cette clause-là, elle n'a pas d'allure. Fait que, tu sais, d'où l'importance, effectivement, aussi de faire réviser son bail et du contrat pour le comprendre en premier, puis voir qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est pas négociable. Puis des fois, c'est sûr que toi, si t'avais été seule là-dedans, c'est dur de négocier une clause que je comprends pas trop. J'aurais rien compris pour de vrai. Là, ça m'a pris des lunettes, là. Non, c'est sûr. C'est quoi le top des choses que tu suggères aux gens de regarder dans un contrat, tu sais, par exemple? Tout type de contrat, en fait, parce que même moi, justement, tu mets un contrat devant moi, je vais le lire, je vais être comme, bon, OK, tu sais. C'est quoi qu'on devrait regarder? D'abord, là, les parties, ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, que ça, avec qui on signe, tu sais, les parties au début, parce qu'il faut vraiment signer avec les bons noms légaux des entreprises. Des fois, on voit ça, là, une compagnie à numéro qui fait affaire avec un autre nom, puis, mais tu sais, si tu vas sur le site du registraire des entreprises, que tout le monde peut consulter, c'est gratuit, mais tu sais, on peut voir que le nom d'affaires, finalement, il y a 4 compagnies à numéro qui ont le nom d'affaires, mais avec qui je signe mon contrat là-dedans? Puis ça arrive là, qu'on voit des contrats que c'est avec le nom d'affaires, puis ils mettent pas leur nom légal, mais le nom légal Québec Inc., là, le Inc. qui devrait apparaître. Fait qu'il faut d'abord s'assurer, est-ce que c'est les bonnes parties? Est-ce que moi, mon entreprise est bien identifiée? Tu sais, j'ai dit faire une compagnie pour se protéger notre patrimoine personnel, mais si le contrat est à notre nom personnel, on vient d'enlever ça. Fait que vraiment valider les parties, pas se gêner de regarder au registraire. Si moi, par exemple, je vends mes services à un client, un gros mandat, mais je vais voir justement de signer le contrat avec la bonne personne, mais aussi c'est qui le signataire autorisé. Ma pote a signé un contrat chez Bell, là, Bell Canada. C'est qui est autorisé à signer chez Bell? C'est vrai. Parce que plus c'est gros, plus c'est un arbre généalogique quasiment. Plus c'est tough. Fait que, tu sais, il y a personne d'être autorisée. Tu sais, dans les débuts de contrat, on voit légalement autorisé à représenter. Tu sais, mais elle l'est-tu réellement? Fait que, tu sais, ça vaut la peine de vraiment pousser plus loin. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut vraiment que les attentes des deux parties soient claires. Parce que c'est rare qu'un contrat, il y a des attentes juste d'un bord. Que ce soit n'importe quel contrat, un contrat d'emploi, un contrat de service, justement, un bail. Tout le monde a un niveau d'implication. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est complet? Est-ce qu'on sait ce que ça l'inclut? Qu'est-ce que ça l'exclut? Des fois, c'est tellement pas clair, là, tu sais. Ça, c'est une erreur souvent qu'on voit dans un contrat. Fait que, tu sais, de le regarder puis s'assurer que ça soit clair. C'est la deuxième chose. Durée de contrat, la résiliation aussi est super importante, tu sais. Je m'apprête à signer un contrat, exemple, un bail commercial, justement, mais tu sais, c'est quoi la durée? C'est-tu 10 ans? C'est ça. C'est-tu 2 ans? C'est-tu 1 an? Y a-tu des options de renouvellement? Donc, la durée est vraiment importante avec, c'est ça, les cas de résiliation. Est-ce qu'on peut résilier
en n'importe quand? Est-ce qu'on donne un avis de défaut? Tu sais? Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses, honnêtement. Je pourrais en parler. C'est tellement intéressant ce que tu dis. Les questions se bousculent dans ma tête. Oui, parce qu'en fait, là, vous êtes vraiment là tout au long de la vie de vos entrepreneurs, puis vous êtes là dans les grands moments. Oui. Tu sais, vous êtes là dans les moments où soit il ajoute un associé, soit il commence, soit il termine. Tu sais, vous êtes toujours là dans les moments les plus importants, je pense. Fait que ça, cher entrepreneur qui écoutez, quand vous vivez un moment important, dites-vous qu'il devrait avoir un avocat quelque part qui vous épaule. Mais c'est vraiment cool. Je veux revenir sur quelque chose que tu as mentionné tantôt. On parlait de justement être incorporé, ne pas l'être, le patrimoine. Sûrement que la plupart des auditeurs comprennent ce que ça veut dire, mais il y en a peut-être qui savent pas. Fait que si tu peux expliquer un peu, en fait, c'est quoi qui entre en jeu quand tu lances une entreprise et peut-être suggérer à quel moment tu devrais t'incorporer, même si tu fais pas X revenus. Oui, c'est une excellente question. Mais tu sais, dans le fond, il y a 3 choix de structure juridique. Là. Donc, l'entreprise individuelle, c'est vraiment un travailleur autonome. Avec la possibilité de s'immatriculer au registraire ou pas, si on fait affaire sur un nom autre que le nôtre. Donc, pas les fleuristes Sylvie Bougie, mais les fleuristes joyeux. Donc là, on est obligé de s'immatriculer au registraire. Mais le registraire, à ce moment-là, c'est comme plus un bottin d'entrepreneur. Fait qu'on est capable de savoir pourquoi on est obligé de s'immatriculer. En fait, c'est pour ça. C'est parce que si quelqu'un n'est pas satisfait du service de les fleuristes joyeux, ben il peut aller au registraire puis voir, OK, derrière l'entrepreneur, c'était qui. C'est ça l'objectif. Et ça, ben c'est un travailleur autonome. Donc, il fait son rapport d'impôt personnel. Mais l'affaire, c'est que s'il y a une poursuite, quand je parle de patrimoine, c'est que c'est ses actifs. T'sais. Je suis poursuivie personnellement. Donc, si je suis obligée de payer, mais je peux être obligée d'avoir une hypothèque sur ma maison. On peut saisir mes biens. Donc, saisir mon compte de banque. Donc, c'est vraiment travailleur autonome. C'est des gros enjeux, là. Ben oui. Puis, quand ça vaut la peine d'être incorporé, pour répondre à ta question par rapport à ça, c'est qu'on peut regarder, oui, les avantages fiscaux, parce que le taux d'imposition d'une compagnie est moindre qu'un travailleur autonome. Travailleur autonome, le taux d'imposition augmente. Le taux augmente selon les revenus, puis il peut aller presque à 50 %. Donc, les derniers dollars peuvent être vraiment imposés beaucoup, tandis qu'une compagnie, c'est un taux fixe qui va varier en fonction si on a quelques employés ou pas d'employés. Mais tu sais, je vais dire grosso modo entre 18 et 24 % de taux d'imposition. Fait qu'on comprend qu'on peut parler de la moitié de taux d'imposition. Peut déjà valoir la peine. Beaucoup de compagnies sont incorporées pour cette raison-là. Puis c'est ça. Il faut regarder aussi, je suis à risque. Tu sais, là, les fleuristes joyeuses, on est moins à risque. Tu sais, on a fait un aménagement paysager, le client n'est pas content, on va aller le refaire. Tu sais, au pire, il ne paye pas. C'est pas la fin du monde. Exact. Mais si je suis dans les domaines, justement, soutien informatique, que je parlais, un restaurant, tu sais, tu veux pas que t'es traiteur, là, puis tu fais le traiteur dans un mariage, tout le monde tombe malade, tu viens de gâcher le plus beau jour de la vie des mariés. Mais tu sais, t'es à risque. Tout ce qui est événements sportifs, tu sais, tout ce qui est jeux, tu sais, jeux gonflables. Les enfants vont jouer dans des jeux gonflables, ils se blessent. Fait que tout ce qui est question de blesser, tomber malade, l'informatique, tu sais, il y a des domaines qui sont dans l'environnement, dans le domaine de l'environnement aussi, s'il y a des risques de contamination de sol et tout. Fait qu'il faut vraiment regarder, est-ce que j'ai des risques de poursuite? Et s'il y en a, mais ça vaut vraiment la peine justement de s'incorporer puis mettre en place des structures. Là. Fait que selon toi, du moment que tu es dans un domaine où il y a des risques de poursuite, fait que mettons moi, passionné de la cuisine, comme tu dis, je me porte traiteur, mais tu sais, je suis à la maison puis je fais ça pour quelques familles par semaine, je devrais pareil m'incorporer. Oui. Ouais. OK, très pertinent, très pertinent. Oui. Puis je veux ou avoir des bonnes assurances responsabilités, mais tu sais, des fois, sont chères. Fait que, mais tu sais, c'est l'un ou l'autre. Il faut vraiment que tu penses, soit je m'incorpore ou je prends des bonnes assurances. OK, très cool. Ouais. Puis je veux affirmer ou confirmer, c'est bien à partir de 30 000. C'est ça le palier de comme... Le 30 000, ça, pour les taxes. Je suis toujours confuse. Tout le monde est tout le temps confus. C'est ça. C'est pas la seule. Clarifier? C'est rendu à quel... Pour ça, j'ai dit confirmer, affirmer. Oui. À quel moment tu es obligé de t'incorporer? Il n'y a pas de moment que tu es obligé de t'incorporer. OK. Non, c'est ça. Mais tu es obligé de t'inscrire aux taxes quand ton chiffre d'affaires est en haut de 30 000. 30 000 et plus de chiffre d'affaires dans une période de 12 mois. Ça fait que c'est même pas une année civile. Ça pourrait être de juin à juin. Là, je fais plus de 30 000, je suis obligée de m'inscrire aux taxes. Mais pour t'inscrire aux taxes, tu es une entreprise individuelle qui est déclarée au REC, au registre des entreprises, bien, tu peux t'inscrire aux taxes. Fait que c'est pas obligé d'être incorporé. Mais j'aime ça qu'on en parle parce que souvent, les gens confondent les deux. Exact. Pour l'incorporation, là, mettons que c'est juste au niveau fiscal, ben, tu sais, c'est sûr que dès qu'on est capable de laisser de l'argent dans la compagnie, j'appelle, là, donc qu'on fait plus d'argent, des profits, dans le fond, dès qu'on est capable d'avoir des profits qu'on n'a pas besoin pour vivre, qu'on laisse dans la compagnie, souvent, ça vaut la peine de s'incorporer à ce moment-là. C'est sûr qu'on regarde la durée. Tu sais, je suis sur le bord de ma retraite, j'ai un 10 000 d'extra, ça vaudra peut-être pas la peine. Tu sais, c'est pour ça que c'est important de regarder souvent avec un comptable aussi. Là. On va valider si ça vaut vraiment la peine, mais
Mais c'est ça, risque légal. Puis tu sais aussi, on est responsable des faits et gestes de nos employés. Hein. Fait que des fois, on se dit, nous, on est super sécure. Moi, je sais que je fais bien ma job. OK, mais là, tu commences à gérer 10 employés. Tu sais, c'est pour ça, quand je parle des risques de poursuite, il y a aussi les risques financiers aussi. Tu sais, on parle d'employés, mais on parle d'un bail commercial plus long. On parle peut-être d'un prêt à la banque. Fait que c'est sûr qu'il y a tout le temps des bémols en droit. Je peux pas arriver avec des règles établies. Puis c'est sûr que des fois, on va cautionner comme entrepreneur. Là, on endosse personnellement, mais c'est rarement la totalité de toutes les obligations qu'on cautionne. Donc, ça vaut quand même la peine. Là. OK, c'est vraiment intéressant. Fait que finalement, quand tu as un revenu plus élevé de 30 000 avec une entreprise, qu'elle soit enregistrée, incorporée ou non, ben là, tu dois le déclarer aux taxes. Fait que tu ne déclares plus en tant que travailleur autonome. Oui, tu peux être travailleur autonome inscrit aux taxes. Fait que dans le fond, tu dois charger les taxes à tes clients. Exact. Ah, voilà. Fait que c'est à partir de ce moment-là que tu dis à tes clients, à partir de telle date, je dois vous charger les taxes, je suis rendue assez haute pour ça. Ben là... Mais là, on parle de l'obligation, mais on peut aussi s'inscrire volontairement dès le début. Parce que l'avantage de s'inscrire aux taxes, c'est oui, on facture les taxes, mais on récupère les taxes qu'on a payées. Donc, exemple, on va récupérer toutes les taxes du loyer commercial. On va récupérer les taxes de l'achat de l'ordinateur. Donc, on les récupère, donc on les a payées, mais ils nous ont rien coûté réellement. Fait que beaucoup de clients vont s'inscrire aux taxes dès le début quand même parce qu'ils savent qu'ils vont avoir cet avantage-là. OK, je comprends. Très cool. Merci pour cette réponse-là. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact. Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne les organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur Startup. J'ai pas de questions. Tu peux continuer. J'en ai comme plein d'affaires nowhere. Non, mais c'est correct. Moi, je suis tout le temps dans l'humain en arrière de ça. Fait qu'on dirait que je vais te laisser continuer sur la structure, puis après ça, on ira voir sur autre chose. Parfait, il n'y a pas de problème. Là, je voulais en venir à un prochain point qui est un peu différent, mais quand tu te lances avec des partenaires, on entend parler de conventions, fais-en une, fais-en pas. Moi, il y a un certain temps, je considérais m'acheter un immeuble avec des partenaires, puis là, on était comme on va se faire une convention, on n'ira pas avec la POC. Puis après ça, on s'est fait dire par des avocats, mais sincèrement, ça vaut même pas la peine que vous en fassiez une convention avec des avocats parce qu'elle sera même pas valide. Elle serait même pas tant utile. Ah, j'ai déjà entendu ça, moi aussi, pour des contrats de travail. Ou exemple, c'est ça aussi que... C'est de ça que je voulais parler aussi, justement. Mettons, Camille, elle a un salon de coiffure, elle a des employés. Ces employés n'ont pas de contrat, mais c'est quoi les avantages d'en mettre un? Mais bref, avant d'entrer dans les employés... Mais c'est toujours mitigé. Soit les gens sont comme, t'as pas de contrat de travail, puis soit les gens sont comme, oh, fais pas ça, ça sert à rien. C'est ça, fait que là... C'est fou. On peut peut-être parler de la convention en premier, puis après parler des actionnaires. Contrat vaut la peine, honnêtement. Mais vraiment, là, Mais tu sais, dans le fond, convention d'actionnaire, oui, elle va être valide. C'est parce qu'il y a deux choses. On fait une convention d'actionnaire quand on est actionnaire d'une entreprise incorporée. Donc, mais tantôt, je n'ai pas parlé dans les structures, mais il y a la société de personnes aussi. C'est deux travailleurs autonomes. Seriez ensemble, travailleurs autonomes pour gérer le podcast, pour y être une société en nom collectif. Ah, c'est ça qu'on est. Ouais, c'est CENC? Oui. C'est ça qu'on est. Ouais. Puis, on a choisi la bonne affaire. Et dans le fond, vous pouvez avoir une convention de société. Mais que ce soit une convention de société, convention d'actionnaire ou encore, quand on achète les meubles en gang, ça peut être une convention d'indivision qu'on appelle. Donc, indivision parce que on est chacun propriétaire d'une partie de l'immeuble puis on veut gérer notre association dans l'immeuble. Donc, c'est une convention d'indivision. Mais peu importe le titre qu'on y donne, là, le fait est que c'est hyper important parce que, premièrement, en cas de décès, là, tu sais, je veux dire, dès qu'on... Tu sais, des fois, ça va super bien, là, mais là, en décès, on rentre la succession là-dedans. Est-ce que cette personne-là va vouloir se faire racheter rapidement? Est-ce qu'elle voudra pas se faire racheter? Est-ce qu'elle va vouloir gérer, l'exemple, les meubles, puis prendre des décisions qui sont totalement différentes, là, de la personne qui est décédée, finalement, tu sais? Puis ça, je l'ai vu, là, père-fils associés ensemble, pas de convention, parce que, voyons, c'est père-fils, pourquoi on ferait une convention? Puis finalement, c'est le père meurt, la mère embarque, puis pourtant, la mère, elle est devenue totalement un style de gestion différent. Oh, mon Dieu. La chicane est pognée là-dedans, si vous me permettez. Fait que, tu sais, ça en prend vraiment. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Qu'est-ce qui se passe en cas d'invalidité? Rôle et responsabilité de chacun. Souvent, ça permet vraiment de discuter de ça. Tu sais, pourquoi moi, j'appelle ça comme ça? Pourquoi je me marie avec la personne? Qu'est-ce que je m'attends de cette personne-là? Est-ce que c'est juste qu'elle met de l'argent dans les meubles ou c'est qu'elle aille prélever les loyers, qu'elle débouche les toilettes? Tu sais? C'est quoi le niveau d'implication de chacun est hyper important. Puis c'est ça. Puis c'est aussi de prévoir toutes les modalités de paiement aussi qui peuvent venir. Tu sais, on essaie de vraiment tout prévoir pour
que s'il y a un litige, une mésentente, ben on a juste à suivre la convention qui va tout dicter. On le rajoute après tant de temps, on le paye en telle modalité de paiement, ou, tu sais, on peut prendre des assurances avec ça. Fait que, tu sais, c'est hyper important là, d'en avoir. Donc, une convention, c'est oui tout le temps. Tout le temps. Ça vaut toujours la peine. Parfait. T'as bien appris. J'adore. Maintenant, on peut en venir à, justement, un employeur envers ses employés. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Ce qu'il faut savoir, là, c'est que sans convention, tu sais, contrat, convention de service aussi. Le Code civil s'applique, donc qui prévoit des choses qui ne font pas tout le temps notre affaire. D'où l'idée aussi d'avoir un contrat qu'on va avoir librement négocié, qu'on va avoir nous-mêmes peaufiné. Parce que les règles du Code civil, je suis convaincue que vous ne les connaissez pas par cœur. Non. C'est ça. Personne ne les connaît. Fait que, tu sais, si on n'a pas de contrat, dites-vous que vous êtes régi par quelque chose que vous ne savez même pas c'est quoi. Fait que, tu sais, c'est déjà, en partant de mettre ça par écrit, ça peut être bon. Contrat de travail, c'est sûr qu'il y a les normes du travail qui s'appliquent. Ouais. Mais, tu sais, pénurie de main-d'œuvre, moi, je dis tout le temps à mes clients, pensez à des préavis de départ plus longs. On peut prévoir des préavis de départ plus longs. La personne fait vraiment un emploi clé, un poste clé dans l'entreprise. On sait que cette personne-là, ça va y prendre du temps. Trouver un remplaçant, ça va être long. On peut prévoir un préavis de départ plus long là, que ce que les normes du travail prévoient. Fait que déjà, on vient de protéger l'employeur. On peut protéger l'employé en prévoyant aussi un préavis. T'sais, moi, dans mes contrats, c'est donnant-donnant. Là, c'est 3 semaines des 2 bords. Fait que ça, même si la personne a juste travaillé 1 an pour moi, elle me donne 3 semaines quand elle quitte. J'y donne 3 semaines si je résilie son contrat. Fait que déjà, il y a ça. Toutes les clauses de confidentialité, procédures, on peut mettre des consentements à l'image aussi. Tu sais, on est dans un univers de médias sociaux, de marketing numérique. On prend des vidéos de nos employés, on prend des photos au party de Noël. On est tout le temps en train, tu sais, moi, mes employés souvent sont sur mes flyers promotionnels. Je veux pas qu'un employé quitte demain matin puis je suis obligée de tout mettre aux poubelles. Donc, tu sais, de prévoir des consentements que, ben oui, tu vas avoir le droit d'utiliser mon image après, même après mon emploi. Tu sais, pendant mon emploi, mais après mon emploi. C'est sûr que l'employeur, après, il fera pas exprès, tu sais. C'est la logique qui embarque. Mais tu sais, au moins prévoir ça. Télétravail, de plus en plus, les gens font du télétravail. De prévoir une politique claire de télétravail. Est-ce que c'est sur les mêmes heures d'ouverture? C'est pas sur les mêmes heures? Utilisation du matériel, mettre un mot de passe sur l'ordinateur, la sécurité informatique. Il y a tellement de choses à penser. Tout ça, là, c'est nouveau. L'ère des réseaux sociaux, le télétravail, la pénurie de main-d'œuvre, les normes du travail ne parlent pas de ça. Le Code civil ne parle pas de ça. Non. Donc, d'avoir tout ça dans le contrat, ce qui est tout le temps mitigé. Ce qu'on entend qui est mitigé, c'est beaucoup les clauses de non-concurrence. Ah, c'est ça. Ben moi, je suis en coiffure. Fait que c'est toujours ça. Puis là, c'est comme le nombre de kilomètres. Mais là, ce que moi, je me suis fait dire, c'est que t'as pas le droit d'empêcher quelqu'un de travailler. Puis tu sais, mettons, moi, comme employeur, là, si la personne est plus heureuse chez nous puis qu'elle s'en va sur le coin de la rue, je m'en fous. Elle est plus heureuse chez nous. Elle fait plus rayonner mon entreprise. Fait que c'est comme mon thinking en arrière de ça, tu sais. Mais je suis dans une période où je suis très chanceuse dans mon... Tu sais, dans la ville, comment on est situé, tout ça. Mais bref, ce que je m'étais fait dire, c'est... Même si tu fais ça, tu peux pas empêcher quelqu'un de travailler, donc tu pourras pas jamais appliquer cette clause-là, mettons. Mais ça, tu peux l'appliquer, mais c'est juste, ça te prend une clause raisonnable. Raisonnable sur le territoire, raisonnable justement sur le domaine d'activité. Et sur la durée de tout ça. Donc, c'est beaucoup en fonction du cycle de vente. Parce que je comprends que ton employé, tu ne l'empêcheras pas de travailler ailleurs, tu ne l'empêcheras pas de se partir à son compte. Mais tu veux-tu vraiment qu'elle soit en face? Parce que toi, salon de coiffeur, c'est souvent un commerce de proximité. Les gens y vont parce que c'est en allant vers le travail, vers la garderie. C'est pas loin de chez eux. Fait que tu sais que l'employé aille dans un salon concurrent, même un rayon de 5 km à Montréal... C'est bien en masse, ça peut même être 3. Je le sais pas, il faudrait que je l'analyse, mais c'est un petit rayon, mais un petit rayon peut faire quand même la job parce que si ta coiffeuse est là depuis 10 ans, qu'elle a sa propre clientèle qui est super connue, qu'elle parte au coin de la rue, ça va peut-être te déranger. T'sais. Exact. Mais c'est sûr. À 1000%, là. Ça part à 4 coins de rue, peut-être ça te dérangera moins. Donc, c'est ça que tu vas prévoir. Ce qui est illégal, là, c'est prévoir des 2 ans, un gros territoire. Puis c'est ça qu'on voit. Puis c'est ça qui fait une mauvaise réputation des clauses de non-concurrence. Ça a tellement été abusif et déclaré invalide que là, tout le monde pense invalide. Mais ça l'est pas invalide. Si c'est bien rédigé, elle va l'être. Fait que, tu sais, on y va aussi, tu sais, ça, c'est pour le territoire, je te parlais, mettons un rayon de 3 km. Mais tu sais, il y a aussi la fréquence que ça va te donner, le temps, toi, pour fidéliser les clients. Fait que là, elle est partie, elle était super bonne. Et puis là, parfait. Fait que là, toi, tu veux que le client rebook pour des mèches. Mais il va booker dans 2-3 mois. Fait que là, tu sais, 1 an, mettons, ou même 9 mois, ça peut être à masse pour qu'il soit revenu chez toi 2-3 fois. Okay. Elle fait le même blond que j'avais, je reste là. Tu comprends? Je comprends mieux le thinking derrière, là. C'est pas juste d'empêcher la personne. On dirait que moi, je me mets souvent dans la peau des employés, là, moins dans la peau de l'entreprise. J'ai de la misère avec ça. Fait que bref, mais en tout cas, c'est vraiment mitigé dans notre domaine, cette clause-là. Puis, comme tu dis, elle peut être abusive, là, 2 ans. Ben moi, j'avais eu... Pourquoi? 12 km, 2 ans.
C'est ça. Puis je l'ai pas respecté. Puis j'ai reçu une mise en demeure que j'ai juste jamais donné suite. Puis finalement, c'est mort. Ouais, c'est ça. Ah, OK, Ben oui, quand j'ai signé... Moi, je me suis fait avoir. J'ai signé... Je pensais que j'achetais des parts, mais je signais une promesse achat-vente. OK. Sur 2 ans. Puis je suis partie comme 2 mois avant le 2 ans. Bref, il m'est arrivé toutes sortes d'histoires, mais... Puis c'était la même personne, la clause de non-concurrence. Je pense que c'était 15 km. 15 kilomètres, puis c'était en tout cas tant de temps. Mais c'est ça, j'avais reçu une mise en demeure, puis tous mes collègues qui sont venus après aussi ont reçu la même mise en demeure qu'on n'a pas fait de suite, puis ça a pas... on n'a pas reçu d'autres poursuites. C'est ça qui est un peu chiant aussi, je trouve, avec le côté légal des choses juridiques. Ouais, en fait, c'est qu'après ça, c'est bien beau avoir les contrats, puis ci, puis ça, mais comme c'est vrai, si l'employé ne respecte pas, après ça, il faut que tu l'appliques, puis il y en a qui se rendent même plus à l'appliquer. Mais je pense que l'idée, c'est que le contrat te permet d'avoir des attentes claires avec ton employé-employeur, puis t'espères que les deux parties vont respecter que, regarde, on sait qu'il peut y avoir des démarches légales, là, si c'est pas respecté, essayons de concilier. Puis on peut mettre des clauses pénales aussi. Donc, une clause pénale, c'est quoi? C'est qu'on quantifie à l'avance le dommage qu'on va facturer, si on veut, là, qu'on va envoyer une mise en demeure pour. Fait que ça, souvent, les gens vont plus l'appliquer parce que, exemple, toi, je sais pas si t'en avais une dans ton contrat, mais je l'ai juste pas donné. OK. Parce que c'est plus facile. Tu sais, mais toi, peut-être qu'elle a pas donné suite parce que son avocat, il avait dit, tu sais, 12 km, 2 ans, ça va être invalide. Fait qu'elle a pas donné aussi. Suite. T'sais. Exact. Mais si... C'était 3 000 de ce que je me souviens par mois que je travaillais à la place. Là. C'était vraiment intense. Là. OK, ouais. C'est ça. Mais tu sais, une clause pénale, c'est quand même intéressant parce que souvent, c'est dur de quantifier c'est quoi le réel dommage. C'est facile si la personne part puis demain matin, ton chiffre d'affaires vient de dropper de 10 000 par mois, ben, tu sais que ton dommage, c'est 10 000 par mois. Mais si on est une entreprise en démarrage qui se fait voler son idée, tu sais, ben, une idée quand même qui commence à être développée puis que là, il présente son concept à quelqu'un, se fait voler le concept, c'est quoi le dommage? Fait que, tu sais, même dans les ententes de confidentialité, de mettre des clauses pénales, tu sais, dans... Non-concurrence, de la confidentialité, propriété intellectuelle, super important d'avoir des clauses. Mais tu sais, il faut, tu sais, c'est ça le problème, ils sont malmenés parce qu'ils ont été vraiment, tu sais, avant, moi je disais tantôt, ça fait 17 ans que je pratique, mais au début, là, on mettait tous des 10 ans puis des 5 ans, tu sais, entre associés, là, c'était long, puis c'était des grosses provinces de Québec, tu sais, le crayon était épais puis pesait fort. Mais là, maintenant, là, chaque année, ça devient de plus en plus restrictif quand même. Pourquoi, tu penses? Parce que c'est trop intense à appliquer par la suite? Ben parce que les juges j'aime pas quand même ces clauses-là. Ils disent justement c'est des clauses restrictives, puis il faut vraiment qu'elles soient fondées là sur. Puis dans le fond le conseil que je peux donner aux gens qui nous écoutent, qui trouvent ça intéressant, c'est faut pas non plus dire ben ma clause de non-concurrence fait du sens, c'est elle que je mets pour tous mes employés. Puis ça devrait être une analyse de cas par cas parce que l'employé qui est à réception là, qui n'est pas en contact vraiment avec les clients, puis les clients, c'est pas elle qui vont voir, ben, elle ne devrait même pas avoir de clause de non-concurrence, à part si elle a vraiment accès privilégié aux informations confidentielles de l'entreprise, les informations stratégiques. Je m'écrive un contrat. Oui, c'est ça, faut que je t'écrive un contrat. Écoute. Mais non, mais tu sais, c'est important. Non, mais tu sais, c'est ça qu'il faut regarder, relations clients, mais aussi sinon, tu sais quoi, tu sais, est-ce que l'employé, il a la recette de la caramel dans ses mains? Lui, s'il bâche un concurrent, ça peut être dangereux. Ben justement, ça, je trouve que c'est pertinent d'en parler aussi. Tu as nommé tantôt quelqu'un qui vole une idée. Comment ça fonctionne? Il y a les brevets qui existent, les idées, whatever. Puis ça, on l'entend beaucoup dans des domaines comme la technologie ou quand c'est une start-up. C'est que les idées, ils flottent. Puis techniquement, là, des fois, on dit ça, c'est comme tant que les idées, ils flottent, n'importe qui peut les prendre. Exact. Qu'est-ce que tu suggères, toi, dans des cas comme ça? Oui. Ben, une idée, c'est pas protégeable, effectivement. Une idée, c'est pas protégeable. C'est la matérialisation de l'idée qui l'est. Donc, si j'ai un concept quand même bien développé, exemple, j'ai une idée d'une application originale, puis j'ai commencé à développer un prototype là, fonctionnel, ben ça, c'est sûr qu'il est protégeable. Si je suis encore au stade vraiment du développement, c'est pour ça que c'est là souvent qu'on le présente à des investisseurs, qu'on le présente à des partenaires potentiels. Là, c'est vraiment l'entente de confidentialité qui vient nous protéger parce qu'on veut pas que la personne parle, évidemment, de notre concept qu'on est en train de développer, mais on voudra pas qu'elle l'utilise également. C'est vraiment les deux volets. On veut pas qu'elle en parle, mais on veut pas qu'elle l'utilise à ses fins personnelles. Hey, c'est donc bien malade, ça, je le développe, tu sais. Ben oui. Donc, c'est ces deux choses-là qu'on veut protéger. Mais c'est sûr que l'idée est juste protégeable, si on veut, puis là, je mets des guillemets.
avec une entente de confidentialité. Puis fait que t'écris, tu sais, mettons, moi, Sylvie, je veux te parler de mon idée révolutionnaire, je te fais signer un contrat. Je suis comme, là, je te partage ça, mais c'est comme si tu le savais même pas. Là, exact. Puis ça, il faut faire attention, il faut être... moi, j'en donne des conseils, parce que, tu sais, en tant qu'avocat, on est aussi des conseillers d'affaires, tu sais, sur comment présenter une entente de confidentialité, parce que c'est pas, j'ai un coup de fil, je veux te rencontrer, je t'ai rien dit, t'envoies par courriel une entente de confidentialité, clause pénale de 20 000, la personne est comme, t'es qui, toi? C'est ça, c'est vrai, là. Fait que, tu sais, il y a une façon, tu sais, d'avoir une première rencontre avec la personne. Y a-tu un fit? Tu sais, le projet peut-tu faire du sens? On peut parler rapidement d'un conseil. Sans dire le secret de la céramique, je suis capable de dire, j'ai une idée de nouvelle barre de chocolat. Je viens pas te donner le secret, là. Non. Ça t'intéresserait-tu d'embarquer là-dedans? Eh ben oui, j'aimerais ça qu'on s'en parle plus. Puis là, graduellement, puis là, qu'on arrive au moment de vouloir vraiment divulguer le secret, ben là, on dit, gars, tu comprendras que je veux te faire signer une entente. Le oui. Puis oui, l'entente doit être claire, doit être... Je te rencontre pour tel concept, le développement de nouveaux produits du chocolat. Je t'ai rencontré, il va y avoir une clause pénale. Puis ça, il y a beaucoup d'erreurs. Là. Je vois des ententes de confidentialité désastreuses où justement, c'est pas clair, c'est trop large. Pas de clause pénale. On voit beaucoup, malheureusement, d'erreurs là-dessus que la personne n'est pas réellement protégée aussi. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, mettons qu'on a passé ce stade-là, tout ce qui est droit d'auteur, tu n'as rien à faire pour que ça soit protégé. Donc, tu sais, j'écris des livres, c'est du droit d'auteur. Quelqu'un peut pas me copier, quelqu'un peut pas reproduire mon livre. Tu sais, dans le fond, ça serait une contrefaçon de mon droit d'auteur. Fait que ça, je pourrais le poursuivre, la personne. Livres, œuvres musicales, peinture, tout ça, ça rentre dans le droit d'auteur. Fait que j'ai rien besoin de faire. Je peux divulguer mes droits d'auteur à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, mais c'est pas obligatoire. Ça fait juste donner une date puis dire que... Quand tu dis que t'as rien besoin de faire, c'est qu'il n'y a pas de démarche juridique à faire. C'est automatiquement protégé des droits d'auteur. Ça, c'est rare. Bon, ben, c'est intéressant. C'est intéressant quand même. Là. Puis c'est pour ça que ça vaut souvent la peine de mettre écrire en bas, là, tu sais... droit d'auteur, copyright, telle année. Fait que l'année peut être bonne pour des fois prouver qu'on était le premier créateur de l'œuvre. Mais on n'a réellement aucune démarche exacte spécifique. Après ça, il y a les marques de commerce. Bon, vous avez trouvé votre nom de podcast, super original. On a une protection par l'utilisation qu'on fait de notre marque de commerce dans le domaine d'activité où on est, dans le territoire où on est. Donc, c'est pour ça que dès qu'on a un désir d'expansion de ce que je comptais tantôt, bien là, on peut enregistrer sa marque de commerce. Donc, en l'enregistrant, ça donne une présomption de première utilisation partout. Donc là, l'enregistrement peut se faire au Canada. Donc, partout au Canada. Donc, tu sais, dans l'exemple que je disais tantôt, on regardait la confusion du nom. On a regardé la confusion. Tout est beau au Canada. Si j'enregistre ma marque, ça fait en sorte que je pourrais pas avoir un podcast concurrent à Chicoutimi dans un an. Si vous n'avez pas de marque de commerce enregistrée, puis vous n'avez aucune audience à Chicoutimi, quelqu'un pourrait avoir un nom semblable à vous, une marque de commerce semblable à vous. Fait qu'encore une fois, la marque de commerce, il y a une protection de base par l'utilisation. Puis, il va avoir une protection supplémentaire quand on l'enregistre. Puis on peut l'enregistrer aux États-Unis, on peut l'enregistrer en Europe, on peut l'enregistrer partout. Là, après ça, c'est par pays qu'on peut l'enregistrer. Les brevets, je suis moins familière, honnêtement. C'est tellement spécifique que c'est pas quelque chose qu'on fait, nous, au bureau. C'est vrai, les brevets, c'est comme là, c'est juste ça. Puis, ça protège les inventions. Puis, tu sais, c'est quand même plus cher. Là. C'est quand même c'est moins accessible un peu pour les entrepreneurs, mais c'est sûr que ça vaut la peine aussi. Si on a vraiment une invention. Par exemple, on avait reçu... je pense que ça dépend c'est quoi aussi. Mais on avait reçu les propriétaires de l'entreprise Evive, c'est des smoothies. Puis là, eux, tu vois, c'est comme une rondelle avec les smoothies. Mais là, eux, c'est breveté. Mais c'est cool, là. Mais tu sais, elle a dit ça a pris du temps quand même avant qu'on se rende à la breveté, mais maintenant, c'est fait. Fait que, mais bref, je comprends si c'était un petit peu moins là. Invention, tu sais, c'est un nouveau produit. Puis, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, nous, on reste un petit bureau. On est 5 dans l'équipe. Fait que, on n'a pas une personne dédiée. Tu sais, souvent, les brevets, t'as vraiment une équipe de scientifiques même qui travaillent à l'interne. Puis, là, tu tombes dans le jargon, là, d'invention et tout, là. Mais on réfère. Nous, un client qui veut un brevet, c'est sûr qu'on réfère à des partenaires de confiance. Puis, oui, certainement. De gérer, là. Là, on a parlé quand même beaucoup des clauses pénales et tout. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, tu sais, mettons, moi puis Camille, on se fait un contrat, puis il y a une clause pénale, là, je dois donner 100 000 à Camille si je fais X, Y chose. Est-ce que justement ça peut-tu être invalidé si c'est un montant disproportionné? T'sais, y a-t-il une manière d'évaluer c'est quoi la clause pénale? Ben, en fait, ça l'invalidera pas la clause au complet, contrairement, mettons, à la clause de non-concurrence qu'on parlait que si le territoire est trop grand,
out. C'est la clause à tombe. La clause pénale, elle sera pas invalidée, mais le juge pourrait la rapetisser. Dire ça va être 50 000. Ouais. Puis il va demander, le juge va souvent demander une preuve d'un dommage réel quand même, un minimum. Mettons, j'ai mis une clause de 100 000, mais prouve-moi quand même un peu de dommages, mais la personne pourrait prouver 10 000 de dommages, puis si le juge considère que le 100 000 est correct, il va l'appliquer quand même. Fait que généralement, il l'applique, mais c'est ça, il peut le diminuer. Si c'est vraiment abusif. Genre, dans un cas de 100 000 entre nous, ça serait probablement disproportionné. Fait que non, ça, c'est quand même bon à savoir. Puis... Mais tu sais, je recommande pas aux auditeurs de prévoir des clauses pénales justement trop élevées parce que tu sais, la personne risque de pas le prendre au sérieux. Exact. La personne reçoit tu sais, le but à la base. Elle signera pas, là. Elle signera pas. Puis deux, ça reçoit une mise en demeure. Au pire, elle va dire je le prends pas au sérieux. Parce que tu sais, une clause de 100 000, elle est obligée d'aller en cause supérieure pour la faire exécuter. Tu sais, on peut toujours aller aux petites créances avec une clause de 15 000 et moins. Une clause pénale de 15 000 ou moins, tu vas aux petites créances pour demander l'argent. Plus de chances que de se faire poursuivre pour des petites clauses. Tu sais, donc, faut y aller vraiment raisonnable. C'est sûr que moi, j'aime pas les clauses pénales par jour. Des fois, on voit ça, tantôt, vous parlez par mois. Par jour, ça peut monter vite en motadie. Là, donc, mais tu sais, c'est vraiment du cas par cas. J'ai une transaction dernièrement, c'est une transaction de 2 millions. C'est le vendeur. Là. J'ai vendu, j'ai reçu 2 millions dans mes poches. Mais c'est sûr qu'on veut pas qu'il se parte un commerce en face là, 2 semaines après. Non. Donc, tu sais, la pénalité va souvent aussi aller avec la transaction. Exact. C'est du cas par cas. Il faut être... Il faut que ça soit proportionnel à c'est quoi la situation. Ça, c'est certain. Là, on s'entend. Puis, est-ce que ça existe des clauses pénales dont on n'est pas mis au courant, dans le sens que nous, en tant que consommateurs, là, nous trois et tout le monde qui écoute, est-ce qu'on peut être victime est-ce qu'on peut se faire imposer une clause pénale d'une compagnie qu'on n'était pas au courant qu'il y avait cette clause-là? Ça existe-tu, ça, ou non? C'est vraiment toujours il y a un contrat de signé quand il y a une clause de pénale. Clause pénale exact. Il va y avoir un contrat signé. C'est sûr qu'en plus, quand on est consommateur, il y a toutes les règles de la loi sur la protection du consommateur qui peuvent venir s'appliquer, qui vient encadrer un peu plus les clauses pénales, justement, avec avec c'est ça, la raisonnabilité de la clause, puis il faut vraiment que ça soit raisonnable, surtout quand on parle entre consommateurs. Là. Donc, mais non, c'est sûr qu'il va falloir que tu aies signé quelque chose. Tu vas avoir été mise au courant d'une manière ou d'une autre que si tu poses tel geste, il peut y avoir une clause pénale. Exact. Parce que je me disais, imagine, on n'est pas au courant, tu commets, je sais pas, moi, il y a une succursale, quelque chose, que tu commets une infraction, puis là, après, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Non, mais de même, là, je dis ça de même, mais je sais pas, là, je me pousse. Non, mais il y a des clauses de frais de résiliation. Mettons, sans parler des clauses des frais de résiliation. Tu veux forfait cellulaire, frais de résiliation. J'ai une question importante. Les frais d'annulation, là, pour les rendez-vous. C'est le bon moment d'en parler. Oui, là, c'est tellement notre pire cauchemar, comme en service et tout. Là, comment qu'on trick ça? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il paraît que c'est illégal de charger des dépôts. En contexte un peu, c'est ça, Camille, salon de coiffure. Quand les clients don't show up, genre 24 heures à l'avance, nous, on a une réelle perte assez élevée. Fait qu'on aimerait pouvoir imposer les frais d'annulation, mais là, est-ce que c'est légal? Puis là, il y a une cliente qui me dit l'autre fois, c'est pas légal, vous êtes des voleurs, tout ça. Puis là, j'y ai pas appliqué finalement, mais j'ai refusé l'accès de revenir dans le salon, par contre. OK. Ben, ça faisait 3 fois, là. Tu sais, comme. Je comprends. Tu sais, un rendez-vous de 100 $, c'est comme. Tu sais, mettons quelqu'un se présente pas, c'est comme si t'enlèves directement de l'argent sur la paye de la coiffeuse. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Puis j'ai eu une semaine épouvantable où j'ai 4 000 $ en paye que j'ai pas versé parce que les clients s'étaient pas présentés. Fait que c'est 8 000 $ dans une semaine qu'on a perdu. Ça n'a pas d'allure. C'est fou, là. Puis comment nous, on peut se protéger de ça? Comment on peut? On peut-tu? C'est sûr qu'il faut que ça soit il faut que ça soit écrit, hein. Il faut que ça soit écrit et accepté. Fait que ça devrait être dans les conditions. Quand je réserve, je sais pas s'ils réservent en ligne via une plateforme. Non, faudrait que la personne au téléphone le nomme, tu sais, comme... Le nomme, puis envoie un courriel, idéalement, pour prouver. Parce que tout le temps ça, tu sais, tout ce qui est frais, c'est clauses pénales, frais de résiliation. C'est sûr que c'est des clauses restrictives qu'on appelle, là, donc c'est sûr que ça peut être illégal si la personne n'a pas été mise au courant de ça, elle n'a pas accepté ça. Mais si elle a réservé en ligne, il y a beaucoup de salons de coiffure, tu sais, il y a des réservations en ligne, tu vas mettre dans les conditions que si tu t'es pas présenté, il va y avoir un frais, la personne a accepté. Exact. Donc, si elle a accepté, c'est légal, effectivement. Puis, est-ce que les dépôts sont légaux? Tu sais, mettons que la personne, en réservant son rendez-vous pour ses mèches, elle donne un 50 $ de dépôt, puis elle le perd si elle se présente pas. Ça, est-ce que c'est légal ou pas? Oui, mais encore là, il faut que ça soit écrit. Il faut que ça soit écrit, il faut que ça soit accepté. Écrit, accepté. Fait que si la personne n'a pas coché « j'accepte ce courriel », elle peut dire « moi, je le paye pas ».
Oui. C'est sûr que c'est plus touché quand c'est pris au téléphone. Là. C'est ça le problème. Parce que quand c'est en ligne, on a coché les cases, on a coché la case. Puis c'est sûr que tout ce qui est restrictif comme ça... Mais tu sais, puis même encore trop fort, casse pas. Moi, souvent, ce que je recommande à mes clients pour des clauses comme ça, c'est vraiment de dire, t'as accepté conditions, mais quand t'envoies le courriel de confirmation, tu répètes les principaux critères. Tu dois arriver 15 minutes à l'avance, sinon, tu sais, peu importe. Les conditions qui sont les plus contraignantes, parce que le consommateur, c'est sûr qu'il pourrait toujours se défendre en disant, je l'ai pas vu, j'ai pas été avisé, tu veux pas de débat. Fait que c'est sûr, le plus simple, c'est vraiment d'avoir des conditions d'utilisation, la personne les accepte, puis d'aller reçoit en plus ça par courriel. Parce que le dépôt, il est permis, mais il va être permis généralement dans un contrat écrit, parce que le Code civil prévoit que tu payes à la réception des travaux, à la réception des services. Fait qu'un dépôt sans contrat, on n'aurait pas le droit, logiquement, d'en demander. Donc, c'est sûr que verbalement, il y a le contrat verbal que je te demande un dépôt, je te le donne. On a une entente verbale qui pourrait fonctionner, mais là, tu as toute la question de la preuve. Fait que c'est sûr que dès qu'on demande un dépôt, puis tout ce qu'on est en train de parler, ça serait mieux d'avoir au moins un courriel de confirmation que, au pire, que ça a été discuté par téléphone, puis qu'on a confirmé. Vous avez accepté en me donnant votre numéro de carte de crédit qu'il va y avoir un dépôt qui est pris. Vous avez accepté qu'il va y avoir un frais de réservation. En faisant un geste. Vous m'avez donné votre numéro de carte de crédit, donc... Comment chose là, de le mettre en place là, pour tous les clients qui viennent au salon par mois, c'est quelque chose. Je pense que c'est peut-être plus simple, juste les frais d'annulation. Là, parce que là, nous, comment qu'on procède, ces frais-là sont chargés à la prochaine visite du client. Fait on va lui redire quand il va venir, puis techniquement, s'il ne veut pas les payer, ben, au pire, il ne revient pas. Puis nous, on perd un client qu'on ne veut plus, dans le fond. C'est ça. Parce que ceux qu'on veut garder malgré leur annulation, on va leur dire, hey, c'est correct, toi, on ne va pas te l'imposer. Fait que ça permet quand même de filtrer des clients moins fidèles, moins fiables aussi. Fait que, un courriel de confirmation, je sais pas si vous en envoyez un, pour le rappel de rendez-vous. Texto, on pourrait courriel aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est le courriel, même le texto de confirmation qui confirme, vous avez une réservation telle date, rappelez-vous qu'il y a des frais de résiliation de temps. C'est ça. La personne elle coche oui si elle vient à son rendez-vous en texto, fait que c'est comme si elle accepte dans le fond en cochant oui. Exact. Ça, c'est excellent. Puis si elle répond pas? Ben, elle vient pas, puis elle répond pas, puis elle revient plus. Mais si elle répond pas, on peut penser que, comme dans les conditions d'utilisation du site web, généralement, ce qu'on écrit, c'est si vous naviguez sur le site, vous acceptez ces conditions-là, mais la personne accepte. Fait on pourrait dire qu'elle a reçu le texto. Elle a pas dit non. Fait que ça va être écrit frais d'annulation $50. Si vous voyez le texto, nous considérons que vous acceptez la clause. Qui ne dit mot consent. Exact. Ça peut devenir compliqué. On rit, mais toutes ces clauses-là, c'est tellement comme cadrant puis intense, puis c'est tellement pas naturel chez nous, en fait. Là, ben, les coiffeurs, dans plein de domaines, c'est pas naturel. Fait que c'est de rendre ça humain puis de rendre ça logique puis de faire comprendre que ça soit autant une protection pour le coiffeur que pour le client aussi. Ben, c'est des bonnes intentions derrière ça. C'est pour protéger tout le monde. Puis quelqu'un qui te respecte risque de le respecter. Mais tu sais, la clé, c'est la transparence. Exact. Puis les plateformes de réservation en ligne, souvent, tu sais, les restaurants ont vécu beaucoup ce problème-là, des annulations et tout. Les gens se présentent pas. Puis il y a beaucoup de plateformes de réservation en ligne qui l'écrivent que tu as donné ta carte de crédit, puis que si tu viens pas, il y a un dépôt de $50 qui est pris. Fait tu sais, la personne, elle a donné sa carte de crédit, elle l'a vu, ça va être facturé sur sa carte. C'est juste, c'est ça, transparence, c'est le mot d'ordre, de pas essayer de se faire justice soi-même. Si on l'a pas dit qu'on allait facturer des frais, mais là, évidemment, on n'en facture pas. Mais c'est pour ça que c'est bon. C'est sûr qu'on le dit, tu sais, domaine de la coiffure, c'est plus dur d'avoir un contrat, là, on n'aura pas de contrat, mais encore là, c'est encore drôle, un formulaire, tu sais, au début, là, le client vient la première fois, on voit ça chez le dentiste, tu remplis une tablette de quoi, puis voici les façons de faire chez nous. Les façons de faire chez nous, c'est... si tu ne viens pas, c'est ici. Fait que là, la personne signe. Exact. C'est ça, finalement, après la première visite, tu l'as la confirmation. Ça serait, moi, je pense, la meilleure, dans votre cas, la meilleure façon. Puis pour les autres qui sont capables d'avoir des contrats, ben c'est ça, c'est parce que le contrat de service va vraiment te permettre, lui, de demander un dépôt. Exact. Si la personne ne paye pas, est en défaut de paiement, tu peux facturer des intérêts. La loi sur les intérêts prévoit qu'on peut juste facturer des intérêts quand on a un contrat écrit. Donc, tu sais, que la personne a accepté l'offre de service. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans un contrat, que si on n'a pas de contrat... c'est ça. Versus les extensions, c'est plus facile. Le dépôt, c'est pour l'achat des cheveux. Fait que la personne, si elle vient pas à son rendez-vous, t'as des beaux cheveux, mais ils sont pas sur toi. C'est comme, on peut se protéger en disant qu'on l'a fait, le service, puis on l'a fait, l'achat pour eux, tu sais. Bref, ça, c'est un gros débat, là, sur les médias sociaux, en fait, là, Petite parenthèse de coiffure terminée. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même des bons trucs, là. Mais c'est intéressant. Je vais penser à voir comment on peut l'appliquer dans la vraie vie, là, mais j'ai eu un cas, c'était ça aussi, une érablière qui avait des frais d'annulation si la personne
personne, tu sais, une érablière qui fait des événements. Ben oui. Puis elle mettait dans son contrat des frais de résiliation, puis quelqu'un qui a dit c'est illégal. Mais tu sais, elle avait un contrat, c'était écrit, c'était légal. Puis souvent, le problème aussi, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, on fige. Puis là, c'est légal ou c'est pas légal? Ben oui. C'est pour ça l'idée aussi d'avoir un bon conseiller d'affaires. Je ramène ça, je vais à ma salade. Ben mais qui va pouvoir te dire qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui l'est pas. Fait que là, t'es capable après avec la cliente de dire non, je suis en droit. Puis souvent, c'est là qu'on les gens qui savent pas, ils figent un peu. Puis, parce que là, sinon, c'est une petite madame avec son téléphone qui est comme regarde ici dans les droits du consommateur. Puis on est comme OK. Ben là, elle me criait après au téléphone. Puis j'attendais mon fils à l'école. OK, elle me criait après au téléphone. Puis là, elle était à la réception. Puis j'entendais l'écho. Puis j'étais comme bye, allez-vous-en. Payez-le pas. Faites juste partir. S'il vous plaît. C'est tellement du cas par cas. Moi, je pense que je veux qu'on retienne. Moi, je suis avocate. C'est tout le temps du cas par cas. Il faut faire attention. C'est ça. Parce que oui, il y a des exceptions. Comme exemple, les établissements d'enseignement, on n'a pas le droit de demander un dépôt. Des fois, c'est un dépôt 1/10, je pense, des services à être rendus. Il y a tous les cas entre professionnels, puis il y a les cas avec les consommateurs. Fait que, tu sais, la personne qui nous écoute, qui est intéressée, ben, tu sais, appelle un avocat, et on va le faire écrire comme il faut. Exact. Et moi, ma question, petite question là, pour conclure cette parenthèse-là, mais mettons que justement, je me fais imposer des frais d'annulation quelconque, okay? Que ce soit par l'entremise de mon rôle dans une entreprise ou bien moi personnellement, mais si je me fais imposer ces frais d'annulation-là puis je n'étais pas au courant et tout, comment moi je peux revenir contre l'entreprise ou comment je peux revenir contre l'entreprise? Bien, si tu es un consommateur, tu peux porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. Fait que ça peut être une des façons. Ils vont faire une enquête. Si t'es un... Tu sais, quand on parle de consommateur, peut-être que les gens à la maison, c'est pas tout le temps clair, là, mais tu sais, je suis une cliente d'un salon de coiffeur, je suis un consommateur. Exact, tu consommes un produit, je suis avocate, puis j'ai besoin d'un photographe pour les fins de ma business. Je suis pas un consommateur. Donc, c'est vraiment un consommateur, c'est tout ce qui est lié vraiment à ma vie personnelle et non dans le cadre des affaires. Mais tu sais, même salon de coiffeur, on l'a dit, si c'est pour un mariage corporatif, ça pourrait tomber qu'on n'est pas des consommateurs aussi. Fait que tu sais, c'est ça la ligne. Donc, il y aurait peut-être ça, mais sinon, tu sais, d'envoyer une mise en demeure puis poursuivre vos petites créances, là, s'il y a vraiment, mais tu sais, souvent, les gens le feront pas nécessairement, là, mais tu sais, on pourrait, c'est ça, mais on pourrait faire un recours quand même aux petites créances puis demander le remboursement de ces frais-là. OK, intéressant. Maintenant, j'ai envie de passer à un prochain sujet, la collecte de données. C'est justement, tantôt, tu parlais de l'ère des réseaux sociaux, tout ça. Oui. Est-ce que tu as des clients qui vivent des struggles avec la collecte de données? Puis comment que le consommateur est protégé, encore une fois, à ce niveau-là? Oui. À date, ça va quand même bien parce que c'est nouveau. Tu sais, dans le fond, c'est la loi 25 qu'on appelle dans le domaine. Là. Okay. Dans le fond, c'est une nouvelle loi qui fait en sorte que, exemple, si je collecte des données sur un site web transactionnel, on voyait pas mal tout le temps la politique de confidentialité. Tu sais, il y a eu des scandales, les cas Facebook. Voyons, ils peuvent revendre des données. Ouais. Donc, les gens mettaient beaucoup des politiques de confidentialité pour protéger leurs membres, leurs utilisateurs. Mais c'était pas obligatoire. Maintenant, c'est vraiment rendu obligatoire d'être transparent. C'est en 2023, c'est tout nouveau. C'est vraiment rendu obligatoire d'avoir une politique claire. Si j'ai pas de site transactionnel, mais que dans le cadre de mes affaires, je collecte des données, mais d'avoir dans notre contrat, justement, de service, disposition claire de qu'est-ce que j'ai recueilli comme données, comment je m'en sers. Donc, c'est sûr que la phase 1, parce que la nouvelle loi est comme en 3 phases, la phase 1 est assez simple quand même, d'avoir cette politique-là, d'avoir un registre des incidents. C'est comme si les gens allaient avoir 4 incidents, qu'on espère que non. Mais ça prend un registre d'incidents, s'il y a des incidents, de déclarer c'était quoi l'incident. L'incident, c'est vraiment d'un breach, là, d'une fuite des données. Il faut avoir un responsable de la sécurité des données, nommer un responsable. S'il n'y a pas de responsable de nommer, ça va être le président de la compagnie qui a ce rôle-là d'office. Fait qu'on peut voir sur un site Internet éventuellement de plus en plus des gens que ça va être écrit sur leur site qui vont être la personne responsable des données, de la collecte des données. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est plus, moi, je vois ça comme phase 1 d'y aller plus avec former nos employés sur comment ils font l'usage de ça. Puis quand je parlais du travail à la maison avec la sécurité, c'est plus ça. C'est vraiment de sensibiliser puis commencer à mettre en place. Parce que les 2 prochaines phases qui s'en viennent, ça va être vraiment ça. Ils vont vouloir que chaque entreprise ait vraiment un guide, procédure claire sur comment sont traitées les données. Vraiment qu'on ait démontré l'effort là, pour la sécurité des données, qu'est-ce qui se passe. Et les clients, dans la phase 3, je crois, les clients, c'est là qu'ils vont pouvoir demander c'est quoi les données que vous avez sur moi, puis de demander des supprimer.
Fait que, tu sais, si on n'a rien mis clair, qu'on sait pas trop, les données sont éparpillées un peu, ça va être très dur d'extraire les données des clients. Fait que là, on est dans les phases préparatoires de ça, de mettre ça au clair, de comment sont traitées mes données exactement, qu'est-ce qu'on a, ces clients sont où, c'est bien fait. Fait que c'est encore assez simple pour le moment, mais ça va devenir de plus en plus complexe. Ça fait du sens quand même avec l'intelligence artificielle. Puis tout, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Il va y avoir tellement de données stockées confidentielles. Il y en a déjà beaucoup, mais en ce moment, les données confidentielles qui sont stockées, bien souvent, c'est des gens qui sont au courant que ces données-là sont stockées. Mais là, de plus en plus, avec l'intelligence artificielle puis toutes les informations qu'on lui donne, mettons juste en utilisant ChatGPT, tout ce qu'on dit, ben là, ça va être super important que tout le monde soit bien protégé, chaque individu. Oui. Puis en fait, c'est parce qu'on est en retard là-dessus, parce que on est en train de copier un peu le RGBT qui est en Europe, qui est vraiment là-dessus. Là. Ils ont vraiment un responsable des données, c'est super clair, il y a une grosse procédure à faire. Puis ça, en fait, même les Québécois... Même les Québécois qui font affaire en Europe, là, actuellement, qui ont des clients en Europe, doivent respecter les règles de confidentialité de données et tout de l'Europe déjà. Fait on est en train de copier cette formule-là, mais c'est ça quelques années plus tard. Fait que nous, on connaissait déjà les règles européennes. Fait que c'est déjà moins pire en tant qu'avocat, mais c'est sûr que pour les clients, ça suscite des questions, puis il va en avoir, comme je dis, de plus en plus. Là. Ils vont par phase pour cette raison-là. Là, on sensibilise pour commencer, puis tranquillement, pas vite. Ça serait trop gros, sinon. Ça serait intense, là. Non, c'est ça. Il y aurait des entreprises qui n'arriveraient pas. Puis là, je suis curieuse de savoir, as-tu quelques tips and tricks pour des entreprises en croissance? C'est quoi? Comment ils devraient se préparer à se protéger pour des défis juridiques? Oui. D'abord, la croissance, souvent, ça veut dire d'avoir plus d'employés. Tu sais, pas tout le temps, là, mais ça peut vraiment arriver. Fait que, tu sais, des fois, c'est de penser comment les fidéliser, ces employés-là. Parce que, tu sais, tout le recrutement, c'est bien beau, là, mais, tu sais, côté juridique, j'ai des employés clés qui sont importants pour moi dans ma croissance. Ben comment je vais les fidéliser? Il y a plein de façons de faire. Tu sais, tu le disais tantôt, ta promesse d'achat d'actions dans 2 ans. Ça, dans le jargon juridique, c'est des options d'achat d'actions. Mais c'est quand même hyper intéressant. Ça fait plusieurs années, on est dans une génération, tu sais, les jeunes aiment se sentir impliqués. Ils restent pas nécessairement aux mêmes places. Donc, c'est super important si on a des employés clés qu'on sent qu'ils ont un volet quand même entrepreneurial. On peut mettre ça en place. Ça peut être justement dans un contrat d'emploi de dire, ben dans 1 an, dans 2 ans, on va t'émettre des actions. Il y a des façons de le faire. C'est sûr, il y a les bonnies de récompenses et tout. Fait que, tu sais, de penser à ça quand même. Tu sais, déjà, je vais protéger mes employés qui sont en place. Croissance veut dire aussi plus gros mandat, souvent plus gros contrat. Donc, c'est le temps de s'asseoir aussi puis des fois regarder ces contrats puis s'assurer, sont-ils clairs, sont-ils à jour? Parce que souvent, tu sais, on démarre, on a peu d'argent, on sait pas trop si ça va marcher, on fait nous-mêmes un contrat, on le trouve sur Internet. C'est ça. On n'a pas eu trop de problèmes à date, mais tu sais, je suis en croissance, je m'apprête à signer des contrats de 200 000, on parle d'une autre chose. Là. Donc, est-ce que mon contrat tient la route? C'est des choses qu'on peut nous valider. Des fois, en croissance, aussi, j'ai vu ça un de mes clients. Il y a de plus en plus de clients à l'international, mais il n'y avait pas de clause, exemple, élection de domicile. Fait que dans ces contrats, quand tu n'as pas ça, puis c'est des contrats conclus à distance, bien, c'est la lieu de réception du contrat. Fait que lui, il faisait des soumissions. Il shippait ça à son client aux États-Unis qui signait. Mais le lieu de réception, d'acceptation du contrat, c'était aux États-Unis. Donc, la loi qui serait applicable, ça serait la loi des États-Unis. Mais tu sais, il ne connaît pas la loi des États-Unis. Mais non. Donc, d'abord, quand on met une clause d'élection de domicile qui dit c'est signé district de Montréal, district de Québec, loi, province de Québec. Donc, c'est pas pour rien qu'on met ces clauses-là. Des fois, ils ont l'air bizarres dans des contrats québécois, mais c'est super important. Fait que croissance veut dire réviser dans ce point de vue-là. Peut-être que j'ai des clients un peu partout. Peut-être justement que je devrais avoir une marque de commerce en France parce que je commence à développer la France. Donc, c'est vraiment de refaire une veille vraiment de notre modèle. Et croissance veut dire, on se met quand même à risque parce que souvent, c'est plus d'investissement monétaire. Je vais avoir demandé un prêt à la banque plus gros. Je vais signer un bail plus gros. Donc, c'est important. Là, c'est là souvent qu'on va mettre en place la fameuse compagnie de gestion qui sert vraiment à sortir les liquidités que notre compagnie opérante a pu générer dans le temps et de vraiment venir les sécuriser dans une compagnie de gestion. Fait que ça fait en sorte que si ma compagnie opérante est poursuivie, finalement, crime, ça marche pas pendant toute ça. Tu sais, ma 2e division, elle a mangé tous mes profits, ça n'a pas marché, je suis obligée de faire faillite, mais l'argent qui est dans ma compagnie de gestion elle sera pas impliquée dans la faillite. Je l'ai sécurisé, cet argent-là. C'est ça. Ouais. Fait que souvent, là, en période de croissance, on va tomber compagnie de gestion, on va justement tomber là-dedans, là, de sécuriser les actifs. On peut même sécuriser un restaurant, une compagnie en construction. Des fois, ils vont mettre tous leurs équipements qui ont de grosses valeurs dans une compagnie de gestion aussi. Fait en croissance, c'est beaucoup ça, je pense, comme conseil juridique.
Tu sais, de vraiment faire attention, c'est sûr. Puis, tu sais, le fameux bail commercial devrait toujours penser en fonction que ça va bien ou que ça va mal. C'est ça. Toutes nos ententes devraient toujours être à penser en fonction de ça. Je pense aussi à des fournisseurs. Tu sais, tu parlais tantôt des capsules pour les smoothies. Mais tu sais, je fais affaire avec un fournisseur de Québec qui me livre super bien mes 100 000 capsules. Je tombe en croissance, j'en ai besoin d'1 million parce que là, je rentre dans toutes les Costco. Puis, mais tu sais, est-ce que mon fournisseur est capable de tenir à la demande? Fait que tu sais, il faut tout le temps se questionner d'avoir, est-ce qu'on a signé avec lui une exclusivité qui nous permet pas de produire ailleurs? Est-ce que c'est lui qui a développé la recette puis il veut pas que je développe ailleurs, tu sais? Fait qu'en tant qu'entrepreneur, là, c'est pour ça, tu sais, quand je disais maximiser la valeur de son entreprise, c'est un peu ça. C'est, dès le début, il faut prendre des bons réflexes de si ça va mal, il se passe quoi? Si ça va bien, il se passe quoi? Toujours se protéger. Ouais. C'est tellement intéressant. Il me reste tellement de questions, mais on est déjà... un rabbit hole, on dirait, là. C'est fou, là. Genre, tu dis, genre... ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je pensais aller comme... partout, mais là, en tout cas, ouais, je pense qu'on va manquer de temps. On arrive déjà au bout de notre temps, mais moi, on est déjà au bout de notre temps, mais moi, ça me donne déjà envie de te recevoir parce qu'il me reste 1001 questions, mais sincèrement, merci tellement de ton temps aujourd'hui. Puis là, on n'en a pas tant parlé, mais justement, tu as 2 livres devant nous. Fait que tu as écrit Éviter les pièges en affaires en premier et ensuite tu as écrit comment maximiser la valeur de son entreprise. Mais tu sais, vraiment intéressant. Tous les points qu'on a parlé quasiment, là, ils sont là-dedans. Fait que si quelqu'un veut les lire. J'ai aussi là, sur mon site web, vigiquebec.com, tout au long Québec, j'ai un blog. Puis nous, on met plein d'articles d'intérêt. Ça, c'est Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette. Les nouveautés, on parlait tantôt de la loi 25 qui est nouvelle. Nous, là, nos infolettes, là, on en envoie une par mois. Puis c'est les nouveautés juridiques. Fait qu'en tant qu'entrepreneur, là, on est mêlés. On a déjà notre business à gérer. On veut pas gérer les nouveautés. Loi, t'es comme pourquoi? Ben inscrivez-vous. Je vous invite à vous inscrire. L'infolette, c'est gratuit. Le blog, c'est gratuit. Allez-y. Je suis juste en train de feuilleter à travers ton livre. Puis ça a tellement l'air d'être mon genre de livre. Là. C'est sûr, je vais me l'acheter, ça a l'air tellement... T'as une façon de bien, justement, vulgariser. Exactement. Puis je le voyais juste en feuilletant, il y a plein d'exemples, genre Camille s'achète un salon de coiffeur. Exact. C'était l'objectif. C'est vraiment hot. Merci de ton temps. Merci beaucoup. On espère reconnaissante, puis à ceux qui nous écoutent, vous nous laisserez savoir si on devrait réinviter Sylvie, parce qu'il reste tellement de sujets sur lesquels on pourrait... Exact. On n'a même pas parlé de tes podcasts non plus, on n'a pas parlé de Vigie tant que ça non plus, mais bref... on est content de t'avoir reçu aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. Merci de ton temps, puis on te souhaite une belle journée. Merci, vous autres aussi les filles. Bye. Bye. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.